Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ma main ne tremble pas, je suis assez sûre du chemin qu'on prend. Voilà ce que disait Emmanuel Macron l'an dernier alors qu'il lançait le débat sur la fin de vie. Nombre de députés sont pourtant encore très hésitants alors que doivent être votées aujourd'hui les propositions de loi sur l'aide active à mourir et sur les soins palliatifs. Un vote solennel, le premier d'une navette parlementaire dont la durée est très incertaine. Maï-Hélène Trémollet, elle pourrait même ne pas aller à son terme. En tout, les deux textes doivent passer 2 fois devant l'Assemblée et 2 fois devant le Sénat. Des semaines de débat qui s'étendront sur plusieurs mois au minimum, d'autant que le contexte politique actuel, très instable, n'est pas favorable à un circuit rapide. Ainsi, par exemple, les sénateurs comptent entamer l'examen du volet fin de vie à l'automne, en même temps que celui du budget 2026, une séquence qui pourrait siffler la fin du match pour le gouvernement de François Bayrou. À cela s'ajoute une autre épée de Damoclès, celle de la dissolution, 1 an après celle de 2024, qui a laissé une assemblée plus divisée que jamais. Et pour finir, le texte clivant sur l'euthanasie, s'il n'obtient pas le même avis des députés et des sénateurs, devra passer devant une commission mixte paritaire, ultime étape avant que le Palais Bourbon n'ait le dernier mot. En clair, rien ne garantit à ce stade que l'aide active à mourir soit adoptée avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et si pour Catherine Vautrin, il est encore possible d'achever les travaux d'ici 2027, cette lenteur parlementaire est vue d'un bon œil par certains opposants au texte qui assument espérer un report du vote au moins jusqu'à la prochaine présidentielle. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. L'aide active à mourir, débat éthique qui divise la société. Certains comme Bruno Retailleau estimant, je cite, que tendre la main à celui qui souffre est le propre de l'humanité. Position partagée par Jeanne-Françoise Hutin, fondatrice de la Maison de l'Europe et veuve de l'ancien patron de Ouest France. Si cette loi sur l'aide à mourir était votée, elle assure qu'elle rendrait sa Légion d'honneur. Elle lance ce matin sur Europe 1 un appel aux députés à privilégier la vie. Elle était l'invitée à 7h10. Meurtre profondément et je suis triste que l'Assemblée nationale que j'aime et que je respecte s'engage sur ce chemin qui, à mon avis, ce chemin de donner la mort à des personnes qui la réclament alors que ce sont des personnes qui sont tristes, en grande fragilité, douloureuses. Est-on bien sûr que lorsque quelqu'un demande à mourir, c'est parce que il a une tristesse profonde à laquelle on n'a pas su répondre. Et je crois que c'est très important d'écouter ces derniers mots, parce que c'est peut-être dans ces derniers moments de la vie, quand tout d'un coup, quand on réalise qu'on va partir, que des choses se dévoilent et se disent. Oui. Des pardons se donnent. Et je crois qu'il faut donner le temps. Mais je dirais que c'est un effort de toute la société. Le touchant témoignage de Jeanne-Françoise Hutin, interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Alors cette aide à mourir, si elle venait à être créée, serait prise en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est en tout cas ce que prévoit le texte en l'état, alors que les dépenses de santé de la France, de la sécurité sociale, s'enfoncent dans un abysse financier. Oui, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Fin 2025, on devrait atteindre un déficit de 22 milliards d'euros. La crise s'accélère avec le risque de ne plus pouvoir payer les prestations sociales. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a donc proposé plusieurs pistes hier, Barthélémy Philippe. Oui, la Cour des comptes suggère de diminuer la part du personnel non soignant dans les hôpitaux publics. En constante augmentation depuis la crise sanitaire, les fonctions support représentent près de 30% des effectifs. Trop pour la Cour des comptes, qui préconise un recours accru au numérique et à l'intelligence artificielle pour renseigner les dossiers de patients. Autre piste, réduire le recours aux intérimaires paramédicaux, ces kinés ou aides-soignantes que l'hôpital public embauche à tour de bras pour régler les problèmes de planning ou compenser les difficultés de recrutement. Un poste de dépense qui augmente dans des proportions considérables, comme le constate Pierre Moscovici. La dépense, elle a été multipliée par plus de 3 depuis 2019 pour atteindre près de 500 millions d'euros en 2023. Or, le coût horaire dépasse de 50 à 130%, celui du personnel équivalent de l'hôpital où il exerce. Enfin, la Cour insiste sur la nécessaire montée en puissance de la détection et du recouvrement des versements de prestations indues liées à la fraude. Leur coût a été estimé entre 8 et 9 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, la sécurité sociale n'a récupéré que 700 millions d'euros. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Les taxis, toujours sur le pied de guerre, plus d'une semaine après le début de leur mobilisation, ils ont rendez-vous aujourd'hui au ministère des Transports. François Bayrou s'y était engagé samedi. Objectif, trouver un accord sur la concurrence des VTC et la future convention de l'assurance maladie, justement, qui prévoit un tarif unique pour le transport de patients. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. L'émotion très vive à Liverpool, au Royaume-Uni, où une voiture a foncé hier dans la foule. Vous
entendez les réactions, la terreur de ces supporters venus par milliers en famille célébrer la victoire de leur club de foot, Liverpool, en championnat. 27 blessés, dont 2 graves. Le conducteur a été interpellé. Il s'agit d'un Britannique de 53 ans. La police évoque un acte isolé et écarte la piste terroriste. Retour en France avec ces commerces qui poussent partout sur le territoire comme des champignons, les barbershops. Oui, les coiffeurs y voient une concurrence déloyale puisqu'un barbier n'est pas tenu d'avoir un diplôme. Mais au-delà de ça, leur ouverture jusque tard le soir entraîne parfois des nuisances et pousse les autorités à suspecter d'autres activités illicites, notamment à Marseille où ces enseignes font l'objet de contrôles renforcés. Reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Reconnaissables à leur enseigne rotative bleu, blanc, rouge, les barbiers pullulent, notamment en centre-ville. Autant avant on n'en voyait pas, maintenant c'est plutôt fréquent. Oui. À chaque coin de rue, ils sont ouverts assez tard. Oui. Tous les commerces autour sont fermés, mais le barbier est ouvert. Ça draine des nuisances avec des jeunes à scooter qui font du bruit, puis il n'y a pas d'heure. La nuit, ça sert à quoi? Je sais pas. C'est vrai que les gens se plaignent. Ces horaires qui posent des problèmes de nuisance relève la maire des 13 et 14e arrondissements, Marion Bareil. C'est des attroupements, c'est du bruit, c'est parfois des bagarres à des heures où normalement les gens aimeraient pouvoir dormir. J'ai demandé à la police nationale de se rendre sur place, de pouvoir faire un maximum de contrôle pour dire à ces commerces qu'ils ne font pas la loi. Et des doutes que certaines enseignes servent à blanchir de l'argent sale, soupçon partagé par Bruno Bartosetti du syndicat de police Unité. Alors Marseille, on a un véritable problème avec tous ces barbiers, ces snacks qui sont ouverts pour blanchir de l'argent sale. Beaucoup de commerces suspects, ça on le sait, la police doit travailler, mais pas que la police. Il doit y avoir des contrôles d'URSSAF, il doit y avoir d'autres contrôles sanitaires. Et plus de 200 barbershops seraient actuellement ouverts dans la ville. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Roland Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Cette édition 2025 de Roland Garros portera-t-elle chance aux Français? Après Richard Gasquet hier, qui s'est qualifié pour le second tour, c'est l'entrée en lice ce soir d'un autre vétéran français. Gaël Monfils, 38 ans, 42e mondial en night session face au Bolivien Hugo Dellien, 31 ans, 90e. Gaël Monfils qui ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, se montre très humble. Il affirme qu'il n'est pas inspirant, contrairement à Stan Wawrinka ou Novak Djokovic. Djokovic qui débute lui aussi son tournoi aujourd'hui face à l'Américain Mackenzie McDonald. Et malgré une saison en demi-teinte, Novak Djokovic, 24 grands chelems au compteur, c'est-à-dire 2 de plus que Rafael Nadal, a bien l'intention de s'imposer, Cyril de la Morinerie. Oui, à 38 ans, le légendaire Serbe a bien l'intention de barrer la route à la jeune génération emmenée par Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Le natif de Belgrade vient d'ajouter une nouvelle ligne à son immense palmarès en remportant son 100e tournoi ATP à Genève le week-end dernier. Fort de ce succès, Novak Djokovic rêve toujours de remporter un 25e grand chelem. Et c'est sûr qu'après le titre en Genève, je me sens plus de confiance, je me sens plus positif de mon jeu. Le célèbre droitier reverra demain a souffert cette saison sur terre battue. Il s'est même séparé il y a peu de son entraîneur Andy Murray. Mais grâce à son expérience, Djokovic peut triompher à Paris, confirme Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi de Roland Garros. Capable dans l'absolu, je pense, de plus en plus compliqué aussi. D'autant plus que là, ce qu'il montre depuis quelques temps, c'est pas au niveau qu'il doit avoir pour aller gagner un grand chelem. Roland Garros, c'est le jardin de Rafael Nadal, mais c'est aussi le sien. C'est sur ce court, Philippe Chatrier, que Djokovic a décroché l'une de ses plus belles récompenses, la médaille d'or, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cyril de la Morinerie. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Je vous rappelle